On va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, merci déjà à toutes et à tous d'être présents pour cette table ronde sur les femmes en prison. Les femmes, quoi? C'est bon? Ok. Cette table ronde a été aussi choisie dans le cadre des politiques nationales. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Quelles sont les politiques nationales du GENEPI, mais une des politiques nationales, c'est la convergence des luttes. Donc c'était aussi important pour nous de parler de la spécificité des femmes en détention et pas simplement des personnes détenues en détention, d'inclure les femmes spécifiquement. Il est important de tenir compte du fait qu'être femme en détention, c'est pas être comme n'importe quel détenu, et notamment il y a des discriminations spécifiques faites aux femmes comme dans la société hors prison, mais aussi dans la société en prison. Il y a des discriminations spécifiques, notamment, moi j'en cite quelques-unes, mais les intervenantes pourront en parler bien mieux que moi, notamment la répartition géographique non homogène des personnes femmes détenues, et aussi un accès pas égal aux ateliers comparé aux hommes. Et aussi, c'est aussi important, les femmes, il y a 3,3% de femmes en moyenne en prison. On pourrait croire qu'elles ne subissent pas la surpopulation, et pourtant elles le subissent aussi. Donc c'est aussi important d'en avoir conscience et conscient. D'en avoir conscience. Ok. Donc voilà. Donc je vais vous présenter. Je vais vous présenter la table ronde. Donc l'idée d'une table ronde, c'est vraiment d'échanger. Donc le principe, ça va être peut-être moins. Les informations vont être peut-être moins descendantes, et vraiment l'idée de participer, de poser des questions. Donc n'hésitez pas, vraiment, c'est fait pour ça. C'est un temps, voilà. Et les intervenantes ont la volonté d'échanger avec vous, de vous poser des questions, et voilà, un principe d'échange, quoi. Donc je voudrais remercier Natacha, je sais pas comment dire, Chetkouti, ok, Ossoreviste, pardon, et et Patricia Paverman, et donc qui sont, voilà, et Christine Rivailly. Donc Natacha, je vais vous appeler par vos prénoms, ça va? Natacha et Patricia vont commencer à parler. Ce sont deux sociologues qui mènent actuellement une enquête sur les situations des femmes incarcérées pour de longues peines. Et ensuite, vous pourrez poser des questions à Christine Rivailly, qui est bergère de profession, ancienne détenue, et qui a fait une vingtaine d'établissements pendant son incarcération. Donc voilà, n'hésitez pas. Quoi? Mais rien. Ah, n'hésitez pas à lui poser des questions. Voilà. Alors, peut-être pour vous aider dans la présentation. Donc, juste, après, je vais vous expliquer un peu les modalités de notre intervention à Patricia et à moi, et puis que l'on se présente juste deux mots sur le pourquoi, du comment on travaille sur ces questions. Donc, on est toutes les deux sociologues. Pour ma part, je travaille dans le domaine des questions de genre et de sexualité depuis plus de 20 ans maintenant. Et la question de l'incarcération et des institutions enfermantes est une question qui m'intéresse depuis très longtemps, puisque dans mon jeune âge, j'ai été aussi fondatrice d'un groupe local de l'OIP à Toulouse. Voilà. Et donc, un de mes premiers travaux portait sur la sexualité des femmes en prison. J'ai quitté ce champ pour y revenir 20 ans après. Donc aujourd'hui, l'intervention qu'on va vous présenter, elle est située en deux temps.
Donc pendant une dizaine de minutes, d'abord Patricia va présenter un peu la genèse de cette recherche, ses hypothèses, à savoir que c'est une recherche qui est en cours, hein, puisqu'on a commencé le terrain même il y a 1 an. Donc on ne va pas vous exposer des résultats finaux. Hein, c'est vraiment des premières hypothèses, des premières pistes, d'où le fait que le caractère très interactif de cette séance, hein, qui n'est pas classiquement une présentation magistrale, hein, mais vraiment plutôt des pistes en cours de recherche. Et puis, pour ma part, ensuite, je reprendrai la parole aussi une dizaine de minutes pour illustrer l'introduction de Patricia sur les exemples de discrimination liées aux inégalités de genre que l'on constate. Et enfin, Patricia reprendra la parole pour conclure sur nos positions réflexives de chercheurs sur le terrain. Voilà. Alors, donc, moi, je travaille depuis quelques années sur des questions de genre et d'éthique. Mais avant ça, j'ai eu en tant que, disons, au moment où j'étais précaire et pas prof de fac, j'avais travaillé sur des sujets, on va dire, voisins de la prison et qui pouvaient m'y amener, mais que j'avais évité jusque-là prudemment. Donc j'ai travaillé sur la police, le travail des policiers, j'ai travaillé un peu sur le travail des juges, j'ai travaillé pas mal sur l'insécurité dans les quartiers dits sensibles. Et voilà. Et quand j'ai rencontré Natacha Chetcuti Ozerovitch, qui à l'époque faisait des interventions en prison dans des espèces de cercles de parole qui s'appelaient Pause Café, qu'elle me racontait, je lui ai dit de manière un peu imprudente: oh, si tu veux un coup de main, plus tard, je suis prête à travailler avec toi pour faire une recherche. Donc on n'avait pas encore, on n'avait rien pour la faire à ce moment-là. Et puis on a un petit peu maintenant, donc on s'y est mise. On a commencé, donc on a un petit peu de financement. C'est peut-être important de dire ce qu'on a comme financement pour que ce soit clair. On a des financements de 3 financeurs, donc un peu de la DAP, très peu, un peu du droit des femmes et un peu de la, comment ça s'appelle, CIPDR, Commission interministérielle de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Donc en fait, ces 3 cofinanceurs nous permettent surtout de faire retranscrire les entretiens. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc voilà pour l'intendance, et on cherche, voilà, on cherche des financements pour pouvoir continuer de manière correcte. Donc quand on a écrit ce projet de recherche au départ, c'était un projet un peu modeste au départ. On ne savait pas très bien dans quoi on allait s'engager. Et en fait, donc l'enquête a commencé en janvier de ce mois, et on a de cette année, oui, 2017. Donc, et on est allé à la rencontre des femmes détenues dans un centre de la région parisienne que nous nommerons pas ici pour préserver l'anonymat des personnes. Donc, en s'attachant aux situations des femmes incarcérées pour de longues peines, c'est-à-dire en gros plus de 5 ans. Donc on est allé à la rencontre de ces personnes dans une réunion où on leur a exposé ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire on voulait faire une recherche et en vue de publier un livre. Donc on a été, je pense, assez net sur le fait qu'on ne faisait pas on n'avait pas de prétention ni d'ambition de pouvoir les aider directement en aucune manière, parce que c'est très difficile de se positionner, je trouve, dans cette situation-là. Comme chercheur, on a, disons, l'habitude de prendre des précautions, de faire attention à ce qu'on dit, de ne pas se mettre les gens à dos. Mais quand on est face à des personnes détenues, la moindre des choses à leur égard, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire, voilà, on ne prétend pas pouvoir faire
grand-chose pour transformer ou améliorer votre situation, si ce n'est utiliser notre, j'y reviendrai en conclusion, notre légitimité, alors avec tous les guillemets, de chercheurs, de scientifiques, pour faire connaître les choses du point de vue de l'expérience carcérale des femmes, peut-être d'une manière qui n'avait pas été encore pleinement développée. Donc on a rencontré les femmes comme ça. On a mis en place plusieurs manières d'être avec elles dans ce centre. D'une part, des réunions de discussion collective avec des films. On projette des films, on fait intervenir des personnes, des artistes, pour susciter un peu de commun, un peu de discussion ensemble. Ensuite, on est toujours engagé en prenant contact avec les femmes, en leur expliquant l'objet de notre recherche. On leur demandait à chacune si elles voulaient bien avoir un entretien avec nous, personne n'étant obligé, ça va de soi. Donc on a commencé à avoir beaucoup d'entretiens, et d'entretiens pas en une seule fois, mais en revoyant les gens 2 fois, 3 fois. Et ensuite, on a eu une possibilité de passer des journées entières en détention. Alors, on nous a suggéré la nuit. On n'a pas encore fait la nuit. Moi, personnellement, j'aurais pas très envie de dormir, mais là-bas. Mais bon, voilà, c'est une possibilité quand même à envisager. Donc, qu'est-ce que c'est que ces journées d'immersion ? Ce sont des journées où on est autorisé à aller là où vont les personnes détenues, soit dans leurs cellules et de manger avec elles dans les cellules, soit d'aller dans les activités, d'aller au travail, d'aller au truc de sport, dans la cour de promenade, des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on a fait en gros cette année. On poursuit l'enquête qui va durer sur le terrain 2 ans pour également connaître les autres tous les acteurs de la pénitentiaire qui font, qui modèlent, dont les actions modèlent les vies des femmes dans cet endroit, les agents de la pénitentiaire, les surveillants, mais aussi les acteurs du privé, ceux qui prennent en charge le cantinage et d'autres choses, mais aussi les soins, l'UXA, les médecins qui sont là et qui assurent donc un suivi médical, voilà, minimum. Donc ça, c'est pour vous dire comment on a commencé et comment on va continuer. Donc l'année prochaine, on va davantage faire l'investigation auprès des acteurs du privé, auprès des médecins et auprès des différentes fonctions de l'administration pénitentiaire locale. Voilà. Donc on est parti pour faire ce travail, on est parti du constat que dans les recherches sociologiques sur la prison, parce que comme vous l'avez compris, nous sommes sociologues, il n'y avait que peu de prise en compte du genre dans ces recherches, et que dans tous les cas, cette prise en compte, lorsqu'elle s'est faite, est très récente. Donc il n'y a pas vraiment suffisamment de regard qui est porté sur la prison avec ces lunettes de genre. À notre avis, cette absence relative de travaux académiques reflète l'organisation même de la prison, qui est traitée et pensée comme un univers d'hommes dans lesquels les femmes seraient une incongruité, un cas à part. Alors c'est vrai que numériquement, elles sont peu, moins nombreuses, vous l'avez dit tout à l'heure, ça tourne autour de 3% de la population pénale, mais notre recherche ne porte pas, elle porte sur les femmes bien sûr, mais l'analyse de genre que nous entendons mener tend à vouloir explorer plutôt l'idée que l'ensemble de l'institution carcérale est prise dans des normes de genre. Voilà, et que en particulier sa dimension punitive, ce qui est appelé
avec ce joli terme de exercice de la peine, donc tout le parcours de la peine que les personnes détenues doivent effectuer, est organisé par le genre. Si la logique carcérale et son système punitif est pensé à partir des hommes, les formes de privation sont encore construites à partir des priorités des hommes détenus. Donc ça, c'est le cadre général de la recherche. Et ce qu'on va faire, ce que va faire Natacha maintenant, c'est de donner un ensemble d'exemples de discrimination à l'encontre des femmes détenues qui sont liées à l'application d'un principe qui s'appelle le principe de non-mixité, c'est-à-dire c'est un principe d'organisation de l'ordre carcéral qui dit ou qui fait que hommes et femmes ne doivent pas se croiser, ne doivent pas se rencontrer, que ça fait partie de la privation, de la punition que d'instaurer ce principe de non-mixité. Alors, avant de décliner les quelques éléments de discrimination que nous avons déjà observés sur le terrain, et dans la continuité du propos de Patricia, préciser aussi que ces femmes en longue peine, elles sont aussi dans des situations carcérales spécifiques. Dans le cas, par exemple, d'homicide, dans nombre de cas d'entre elles, elles sont certes auteurs d'homicide, mais aussi victimes de violences conjugales. Donc on a ici, et c'est un élément important d'explication dans le parcours de peine, puisque comme vous le savez sans doute, hein, dans tout le parcours de peine, on demande aux détenus, qu'ils soient hommes ou femmes, toujours de revenir sur le délit, sur la responsabilité du délit, et où la question du sens de la peine est toujours évaluée à l'aune d'une réflexivité sur le statut de la responsabilité liée au délit. Et dans nombre de cas de ces femmes, par exemple, toute la question, c'est de savoir comment on peut se reconnaître dans le délit, alors que la question du rapport à victime de violences conjugales n'a jamais été incorporée dans le parcours, ou peu. Donc ça aussi, c'est une spécificité des parcours carcéraux, c'est-à-dire que, et c'est aussi une des variables d'injustice de genre, c'est-à-dire comment on arrive déjà à se reconnaître comme victime avant de reconnaître le crime pour lequel, ou le passage à l'acte pour lequel un nombre important de ces femmes sont en prison. Donc, dans ce rapport à la peine, on voit aussi qu'il y a toute une articulation aux normes de genre et aux violences sexuées qui doit rentrer en compte. Alors, oui, d'ailleurs, j'ai aussi oublié de vous dire que si vous voulez en savoir plus sur ce champ des genres et politiques carcérales, avec Patricia, nous animons un séminaire à l'ENS, Cachan, qui a lieu une fois par mois, qui s'appelle Genre et politique carcérale, où vous pouvez venir, bien sûr. Et la prochaine séance est lundi, d'ailleurs, avec Fanny Bugnon sur Présumé coupable. Donc, vous avez le programme sur le site aussi. Donc, en ce qui concerne les exemples de discrimination liés à l'application de la peine et l'expérience carcérale. Premièrement, alors Patricia disait, il y a tout l'enjeu de la question non-mixité, mixité en prison. Alors c'est vrai que c'est une observation que l'on a faite d'emblée, que ce soit sur le plan d'ailleurs architectural, que sur le plan de la mobilité corporelle, que sur le plan des activités, et je vais m'y attarder. Alors, pourquoi sur le plan architectural? Parce qu'il faut savoir que la prison sur laquelle on mène l'enquête n'est pas une prison de femmes. D'où aussi le cadre spécifique. C'est-à-dire que c'est une prison où il y a 700 détenus, dont 70 femmes. Donc ça veut dire que vraiment, dans l'architecture carcérale, le quartier femmes, autrement dit le CDF, est pensé à l'intérieur d'une prison d'hommes. Donc on a vraiment... alors c'est très important dans la mobilité du quotidien. Donc il y a une application contextuelle de la mixité versus non-mixité, alors qui n'est pas toujours appliquée. Donc on s'est demandé pourquoi. Premièrement, on s'apercevait que par exemple sur le terrain de sport, dans les activités scolaires, les activités de formation, il y a des moments c'est mixte, il y a des moments c'est non mixte. Et au fond, il y a une espèce de discours indigène, tant du côté d'ailleurs des
des personnels de l'administration pénitentiaire que des femmes détenues qui elles-mêmes intériorisent le langage de la pénitentiaire, qui est l'idée qu'il y a un principe qui se réfère d'abord à la non-mixité, comme si au fond la non-mixité était le rapport qui permettait de réguler le rapport homme-femme en prison. Alors, donc on s'est demandé d'abord comment, pourquoi et comment s'appliquer cette règle, sachant qu'il y a des exceptions à ce principe. Alors, ce n'est pas notre langage, ce terme de principe, c'est vraiment le langage indigène. Et comment ça se régulait. Alors d'abord, pourquoi ? Alors, ça c'est un peu notre hypothèse actuelle, mais elle demande à être développée. C'est quand même, il y a encore l'idée couramment partagée, et pas qu'en prison. Je me réfère par exemple à l'enquête sur les comportements de la sexualité en France, l'enquête CSF, qui montre qu'il y a une représentation partagée qui est de dire que les hommes, au fond, ont des pulsions sexuelles que les femmes n'auraient pas. Donc il y a l'idée que les femmes garantissent, au fond, la moralité non contenue du côté des hommes et qui s'applique ici dans le système carcéral, c'est-à-dire que pour maintenir l'équilibre des sexes et la non-contagion sexuelle, les femmes sont limitées, privées de l'espace mixte, puisque sinon on assisterait à un désordre, à une désorganisation sexuelle. Alors, du coup, dans quelles conditions la mixité est-elle appliquée et quand est-ce qu'elle n'est pas appliquée ? On voit par exemple dans le domaine du travail et des formations, alors qui dépend, en tout cas dans la prison, qui est une nouvelle prison, là où on mène l'enquête, donc qui dépend des partenariats privés, qui ne dépend pas de l'administration pénitentiaire. Toutes ces activités, alors on prend l'exemple, par exemple, vraiment récemment, il y avait une formation boulangerie qui préparait donc un CAP de boulangerie. Et puis cette activité, dans la partie pratique, était mixte, alors qu'elle était non mixte dans la partie technologie. Alors, on ne sait toujours pas pourquoi seule une partie était mixte. On a, par exemple, l'activité du journal de la détention, qui est mixte, avec des réunions hebdomadaires. Et donc, on voit que... alors, les événements sportifs, alors il y a les événements sportifs non mixtes, alors là qui ont été remis en cause dans leur mixité parce qu'il y a eu une histoire de sexualité entre une détenue, un homme, enfin bref. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? La privation d'accès au sport, c'est pas une privation pour les femmes et les hommes, mais du coup, c'est privé pour les femmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a une sanction interne parce qu'il y a un dérèglement à l'usage de la mixité, qui paie le coût de la sanction, ce sont les femmes. Donc ça, on le voit dans cette régulation constante autour de la mixité. Autre élément, on est dans un système, d'ailleurs autant pour les hommes que pour les femmes, qui est en perpétuelle négociation avec le personnel pénitentiaire, c'est-à-dire qu'on ne sait, il y a des ordres, il y a des accords de principe, mais qui en fait sont négociables au quotidien. Nous-mêmes, quand on rentre en prison, et ça fait maintenant un certain nombre de fois que l'on y va, au moins 2 fois par semaine, eh bien, on ne sait jamais à l'entrée comment va se passer l'accès aux différentes séquences jusqu'à arriver au CDF. Et à l'intérieur du CDF, on ne sait jamais non plus, selon la subjectivité du moment, selon qui est dans l'équipe de surveillante, comment ça va se passer. Donc cette instabilité permanente, elle est difficile bien sûr pour les gens de l'extérieur, mais quand on est en détention, elle est encore plus difficile. Du coup, il y a une espèce de rapport de force permanent, voire versus un assouplissement des règles qui va dépendre de l'équipe présente. Ce que l'on constate, qui reste encore à vérifier bien sûr, c'est que cet assouplissement, il semblerait plus fort du côté des hommes. Pourquoi ? Alors, ce qui est dit, en tout cas, c'est qu'il y a un rapport de force plus important du côté des hommes. Ils sont numériquement plus importants. Et là aussi, dans un rapport de genre qui semble reposer sur des codes de virilité communs et qui, du coup, permettent un assouplissement qui n'est pas aussi fort au CDF. Alors, quand je dis tout ça reste encore à vérifier, à analyser, c'est que pour l'instant, on a peu d'entretiens avec des surveillantes. On en a 4, ce qui n'est pas énorme. On a encore
alors du côté des SPIP, on n'arrive pas du tout à avoir d'entretien. Hein, donc on voit qu'il y a encore des résistances du côté de l'administration pénitentiaire pour faire des entretiens. Autre élément, il existe alors dans cette histoire de partenariat privé-public, il y a donc une personne qui dépend du service public et qui est consacrée à ce qu'on appelle l'évaluation performance du PPP dans la gestion de la vie des détenus. Bon, c'est leur propre mot, c'est pas mes mots du tout. Alors, quand j'ai rencontré la personne en question, je lui ai demandé mais qu'est-ce que ça voulait dire gestion des performances PPP. Donc, gestion des performances PPP, c'est par exemple l'administration pénitentiaire recommande qu'il y ait 20% d'emploi, c'est-à-dire que sur les détenus, il y ait 20% de détenus qui aient accès à un emploi, sans distinguer femmes et hommes. Donc la gestionnaire performance PPP, eh bien, annuellement, elle regarde que le privé fournisse bien à 20% des détenus présents un emploi ou une formation. Eh bien, vous imaginez bien, comme dans la vie hors prison, que sur ces 20%, il reste que très peu pour les femmes. Donc en général 5 à 4% pour les femmes. Donc quand on sait combien l'accès au travail, l'accès à la formation a une incidence sur l'évaluation de la peine, notamment devant les passages au CNE, notamment, et pour les longues peines, pour assurer aussi une quotidienneté en prison, eh bien c'est un effet de discrimination de plus. De fait, elles ont moins accès au travail salarié que les hommes et moins accès à la formation, puisqu'en plus, il y a toute cette régulation autour de mixité, non-mixité. Sachant aussi que ce qu'on constate, c'est que les femmes, bon ça c'est un sens commun que de le dire, j'imagine que vous l'avez lu des tonnes de fois, mais c'est vrai, ont moins de visites que les hommes. Hein. Il y a aussi là un effet genre, c'est-à-dire qu'un homme qui transgresse la loi, ça peut même être très sexy. En tout cas, il y a une figure érotisée du mauvais garçon qui subsiste, alors que côté des femmes, une femme qui transgresse la loi, ben, ça n'a rien de sexy. Et donc, en termes d'accompagnement extérieur, elles sont quand même moins elles ont moins d'aide de l'extérieur que les hommes. Autre élément, alors ça, un élément qui, d'ailleurs, certaines détenues nous ont beaucoup aidés au démarrage de l'enquête pour le percevoir, c'est la question des circulations dans le bâti, dans la prison elle-même. Dans cette prison, ce qu'on constate, alors qui fait partie de ces nouvelles prisons avec des caméras partout, des portes sécurisées, etc., c'est que les hommes non seulement circulent, alors quand je dis librement, vous prenez ça avec 10 000 guillemets, bien sûr, mais en tout cas circulent dans la prison pour aller au service de soins, pour se déplacer. Ils peuvent circuler sans avoir forcément un surveillant derrière eux. Il y a les caméras, bon. Mais au moins, il y a un peu de ciel, je dirais, qui est accessible au regard. Alors que les femmes, dans cette prison-là, d'abord ne circulent jamais seules, elles sont toujours accompagnées de surveillantes. Et en fait, ce qui les mène, par exemple, de leur cellule au service de soins, ce qui les mène au parloir avocat, au parloir famille, aux UVF, il y a un long couloir en béton, du coup, dans lequel elles n'ont surtout jamais accès à l'extérieur. Alors l'idée étant, qu'il ne faut pas qu'elles aient de rencontres avec des hommes. Mais de fait, elles ont une circularité, une mobilité dans l'espace où elles sont toujours dépendantes de des surveillantes et à l'intérieur duquel elles sont confinées dans l'architecture. Et où, bien sûr, donc ça suscite des blocages, tout un tas de cérémonial à l'intérieur de la prison. Alors je vous donne un exemple aussi très anecdotique, mais qui est assez révélateur, c'est ça l'intérêt de l'ethnographie. Dernièrement, une détenue nous raconte, il y avait une activité mixte, les hommes sortent de l'activité mixte, ils peuvent fumer dehors, et les femmes ne peuvent pas sortir et donc elles ne peuvent pas fumer dehors. Donc on voit, c'est tout un tas de choses dans le quotidien qui est régulé par ces normes de genre, mixité, non-mixité, et au fond où cette application du principe de la dite non-mixité a des incidences, je dirais, à la fois sur la quotidienneté des femmes et sur leur mobilité corporelle. Je crois que c'était tout ce que je voulais dire. Alors,
si, autre élément qui est assez drôle, c'est comment aussi les normes de genre circulent dans la manière de se représenter le rapport des hommes et des femmes à la nourriture. Je ne sais pas si certaines ici ou certains ont fait des études sur la question du rapport alimentation à effet de genre. Mais voilà, il y a un savoir partagé qui est de dire que, en gros, les hommes naturellement ont des besoins plus importants que les femmes, ce qui justifie tous les régimes et l'anorexie féminine, et que les hommes mangeraient plus de viande, par exemple, et que les femmes mangeraient plus de légumes. Bon. Mais ce savoir extrêmement naturalisé et qui construit les corps dans des hiérarchies sociales permanentes est également partagé, évidemment. Enfin, je veux dire, la prison n'est pas plus exceptionnelle à ce niveau-là que l'extérieur, par les acteurs de la pénitentiaire et par certaines femmes elles-mêmes. Ah, je finis. D'accord. Alors, bon, je termine sur cet élément. Donc, il y a, donc vous êtes au courant, il y a le cantinage. Le cantinage, c'est les produits qu'achètent les détenus avec une certaine... Voilà. Et il y a le repas qui leur est fourni. Pour le repas qui est fourni, les détenus assistent aux commissions pour préparer les repas 6 mois à l'avance. 6 mois à l'avance. Pas 6 mois à l'avance. 6 semaines à l'avance. Et dernièrement, je rencontre cette personne toujours chargée de la gestion PPP qui me dit « Ah, mais grâce au fait qu'il y ait des femmes dans la prison, des femmes détenues, donc qui participent à ces commissions, qui sont les auxiliaires qui distribuent les plateaux repas, elle dit l'évolution des repas, enfin il y a eu une évolution des repas parce que grâce aux femmes, les légumes sont arrivés sur les plateaux repas. Toutefois, les hommes préfèrent les féculents, ils sont plus nombreux, donc quand même, on maintient un volume important de féculents dans les repas. Bon, mais ça n'a l'air de rien tout ça, mais évidemment que ça participe aussi d'une vision extrêmement binaire genrée qui a des incidences sur la vie du quotidien. Bon, je vais te laisser maintenant finir. En tout cas, voilà, l'élément à retenir, c'est que cette organisation des repas est dépendante d'un savoir naturalisé de genre en référence aux hommes. À toi. Alors, comme on vous l'a dit pour commencer, donc on n'a pas encore fait l'analyse de ce terrain qu'on a débuté en janvier. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est juste des morceaux, qui nous semblent plus, qu'on peut plus appréhender de manière analytique et conceptuelle. Mais tout cela est ouvert à la discussion. Si vous en savez, si vous êtes, enfin, on attend vraiment que vous nous disiez ce que vous en pensez pour nous aider à produire notre analyse et à la poursuivre, à l'ouvrir, à la transformer, à tout ce que vous voulez. C'est pas rhétorique ce que je dis, on en a besoin, puisque ceci est notre première présentation de la recherche et qu'on n'a pas eu le temps de faire l'analyse vraiment, et on n'y est pas encore. Voilà. Mais ceci étant, et bien qu'étant dans l'incapacité d'analyser ce qu'on est en train de faire, on est obligé, quand on y va en permanence tout le temps, de nous demander mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là-dedans, dans quel piège on s'est mis nous-mêmes, et comment notre présence est perçue, quelles attentes elle crée, comment est-ce qu'on... pas simplement quelles attentes elle crée auprès des femmes détenues, ça on le perçoit plus clairement puisqu'on les voit régulièrement, qu'on a des entretiens en tête-à-tête assez fréquents, donc on perçoit ce qui se passe et on leur dit, nous, au fur et à mesure, ce qui nous passe par la tête, mais aussi quelles sont les attentes côté de l'administration. Des surveillantes, on vous l'a dit, pour l'instant, c'est pas très ouvert, on n'a pas l'impression que... Mais en même temps, ces surveillantes qui nous voient débarquer avec du matériel, avec des DVD, avec des livres, avec de la bouffe. Quand on arrivait, pendant un temps, on a pu faire des... Il faut conclure. Donc, je ne continue pas sur les repas collectifs qu'on a organisés là-bas. Mais quelles sont donc les attentes, comment on va faire avec ces attentes des différentes parties, et donc en particulier l'administration pénitentiaire, alors toute cette enquête a été rendue en partie possible dans nos capacités de mobilité à l'intérieur
par une nouvelle personne qui est arrivée à la direction, qui est une femme et qui a pensé qu'il était important de faire bouger les choses de ce côté-là. Donc il y a vraiment, on va en février, nous présentons aux détenus d'une part, à l'administration d'autre part, un premier état des lieux de notre recherche. On va voir ce qui va se passer. Ça va être un moment très instructif pour nous. Donc on ne sait pas très bien comment ça va se passer et ce qu'on attend de nous de ce côté-là. C'est très délicat. Et je ne peux pas m'empêcher, puisque j'ai le micro, de dire encore un mot. Et je termine là-dessus. Il me semble que quand on fait une recherche dans ce domaine, étant donné qu'en tant que chercheur, on est également enseignant, il me semble qu'il y a également une responsabilité importante du côté de l'enseignement à faire entrer ces sujets dans les maquettes de cours, et vous, étudiants, à demander, à exiger ou à faire passer le mot qu'il faut des cours sur les questions d'enfermement de manière plus systématique dans le contexte actuel. Voilà. Merci. Du coup, vous faites passer le texte. Pardon. Ouais. Alors, comme ça, on peut vous présenter encore votre parcours. Le mien? Oui, attendez-vous, alors je sais pas. Il y a besoin du micro? Vous m'entendez? Ouais, il y a besoin du micro? Ouais, bon. On va faire avec le micro alors. Donc moi je m'appelle Christine. Je suis sortie à Noël. Ça faisait 4 ans et 1 mois que j'étais en tôle. Et comme j'ai eu un parcours disciplinaire chaotique, j'ai fait pas mal de zonzons différentes. Et donc j'ai visité les 5 CDF de France, parce qu'il n'y en a que 5. Il n'y a pas de centrale. Et j'ai visité une petite dizaine de maisons d'arrêt. Donc voilà, je crois savoir un petit peu de quoi je parle. Moi, je suis bergère, hein, c'est mon métier. Je suis jamais allée à la fac, comme ça, c'est la première fois. J'ai un BTS quand même, mais c'était pas à la fac, c'était au lycée. Donc voilà, il y a plein de trucs qui me sont passés à côté. J'ai pas tout compris de ce qui a été dit là. Donc si vous, tant mieux. Ce que je peux vous dire, c'est que au quotidien, la non-mixité est la norme. Tout est non-mixte. On est enfermé dans des quartiers femmes qui peuvent être, à part à Rennes. Rennes, c'est la seule tôle où il n'y a que des femmes. Sinon, c'est des quartiers femmes à l'intérieur de prisons hommes. Et les surveillantes ne sont que des surveillantes. Il n'y a pas de surveillants. Il y a quelques chefs, mais les chefs n'ont pas le droit de regarder à l'œil ton, vu que quand on est en cellule, on a le droit d'être à poil, et surtout, il ne faut pas qu'un homme nous voie. L'idée de la pénitentiaire, elle est super simple, c'est que c'est chiant à gérer les grossesses et les naissances. Donc, c'est l'unique but, tout le reste, c'est du pipeau, l'unique but, c'est que surtout, comme on n'est que des femmes et presque des lapines, dès qu'on croiserait un mec, il faudrait qu'il gère une extraction pour qu'il y ait des accouchements 9 mois plus tard. Donc la pénitentiaire a décidé, par exemple, c'est ce qui leur permet de dire que les femmes trans n'ont pas à être dans les quartiers femmes, elles doivent être dans les quartiers hommes, parce que comme elles ont un appareil reproducteur, elles risqueraient de nous violer. Donc c'est très dur pour les femmes trans, puisqu'elles sont dans les quartiers hommes, elles sont mises à l'isolement pour pas qu'il y ait de problème de drague ou de viol avec les hommes, donc elles s'ennuient monstrueusement. Il y a dans quelques cas très rares, et c'est loin d'être le quotidien, des accès à des activités mixtes entre tôlards. C'est-à-dire que... Pardon. Je disais, c'est la non-mixité est la norme, tout le temps. Sauf qu'il y a quelques chefs hommes, il y a quelques responsables des partenariats publics-privés dans ces tôles Bouygues, le plombier, le cantinier, ça peut être des hommes. Et les aumôniers, ça peut être des hommes. Et les intervenants, vous, des fois, chez les génépistes, il y a quelques mecs, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Voilà. Voilà. Donc on voit quelques hommes, mais c'est des hommes de l'extérieur, c'est des hommes qui savent tenir, qui ne vont pas nous draguer.
et que si jamais nous, on les drague, ils se mettront en retrait, ils savent faire. Voilà. Donc, il n'y a pas de mixité. Et très exceptionnellement, mais c'est loin d'être le quotidien, il y a quelques activités mixtes qui sont apparues, notamment dans le cadre de l'école, où on est surveillé par l'instit. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'instit, c'est plutôt les profs de cours spécifiques. C'est-à-dire que ce n'est pas les illettrés qui ont le droit aux cours mixtes, parce qu'il faut quand même avoir une certaine culture pour éviter la drague. Donc, si on fait des cours d'anglais à un bon niveau, ils peuvent être mixtes. Mais voilà, c'est rare et c'est entièrement décidé par le chef de détention si on a le droit ou pas à l'activité mixte. À l'école, par exemple, ou le tournoi sportif qui a lieu de temps en temps. C'est vraiment pas toutes les semaines qu'on a des cours de sport mixte. Si vous voulez, je vous raconte une histoire. Comme ça. Voilà. C'était à Réau. J'étais donc à Réau, il y a un quartier femmes, un petit quartier femmes et un grand quartier hommes. Et pour une fois, ils nous avaient inventé une activité mixte qui n'avait rien à voir avec de la mixité, une activité où on pouvait être homme et femme, mais on ne partageait rien. Je vous explique. Il y a un orchestre de musique classique qui est venu faire un spectacle dans le gymnase. Tous les instruments cuivre de l'orchestre philharmonique de je ne sais plus où, un truc où on n'était pas habitué. Et donc on s'inscrivait, et comme c'était au gymnase, il y avait de la place pour tout le monde. Là, on n'était pas trop limité sur la place. Donc nous, les femmes, on attend. Évidemment, on sait qu'il y a les mecs, donc on met nos plus belles chemises et nos jupes les plus courtes possibles, mais ça, on peut en reparler aussi. On n'a pas le droit à des jupes très courtes non plus. On arrive avec 3 bons quarts d'heure de retard, parce qu'il fallait d'abord qu'ils installent les mecs. Et donc, il y a toute une rangée de chaises pour les gars, une énorme travée de 4 mètres de large, vide, et les chaises pour les nanas. Donc, quand on arrive, les gars sont déjà dans ce gymnase. On rentre. Moi, évidemment, parce que j'aime bien la provo, quand je rentre, je m'assois sur une chaise libre côté mecs. Les filles ont intégré, mes voisines ont intégré l'histoire et s'assoient tout de suite sur les bons sièges. Un surveillant arrive et me dit « Non, il faut passer de l'autre côté ». Je lui demande pourquoi. Il me dit « Ah, c'est comme ça, il ne faut pas que vous restiez assis là ». Donc, évidemment, je continue la provo. Je me lève, je me tourne vers les garçons. Je dis « Désolé, il paraît que je vais vous passer des maladies. Si je m'assois là, je vais me mettre un peu plus loin, à tout à l'heure ». Et je me rassois avec les filles. A lieu le concert, qui, ceci dit, était très bien. Il y a des activités très bien de temps en temps. Les gars nous expliquent l'histoire des différents cuivres, comme l'histoire des morceaux qu'ils jouent. Ils nous jouent des trucs super classiques qu'on reconnaît, l'Ima, la joie et tout. On arrive à reconnaître, on est content, on a l'impression d'être cultivé. Enfin bon, c'est cool. Et puis à la fin du spectacle, le chef d'orchestre nous remercie pour notre écoute. C'est le signal du départ. Et on sent que c'est le signal du départ. Donc là, à ce moment-là, à nouveau, parce que j'aime bien ça, je me lève et je dis, non, vous ne nous remerciez pas, c'est nous qui vous remercions, parce que, en fait, entendre des morceaux comme ça et tout, c'est des trucs de dehors, c'est presque comme si on recevait du courrier, donc merci. Et puis, voilà, si vous voulez vraiment nous remercier, offrez-nous une valse, qu'on puisse inviter nos voisins à danser. Panique totale dans les yeux des musiciens, qui se tournent vers les matons, qui se tournent vers la directrice, ils échangent des regards et tout. Et puis au bout d'un moment, bon, ça va, l'info est passée, ils nous lancent une valse. Une bonne vieille classique aussi, donc ça devrait marcher. Et donc là, puisqu'on avait obtenu cette autorisation tacite, je me relève à nouveau et je franchis la travée pour inviter un gars à danser. « Ah non, je sais pas danser !» Bon, je vais voir ça. « Tu viens ?»« Ah non, moi je sais pas danser. » Je dis « les gars, quoi, venez, quoi. » Non, il n'y en a pas un qui s'est levé. Je retourne vers mes copines, je dis allez-y, quoi. En plus, il y en a certains d'entre vous qui ont des camarades de l'autre côté, quoi, des basques et tout. Là, il faudrait. C'est l'occasion. Ouais, Christine, laisse tomber, t'es en train de te. Bon. Voilà, donc la valse, elle a fait. Elle n'a pas duré longtemps.
Et puis on est reparti très bien séparés. D'abord les filles, tout de suite en bâtiment, et puis après les garçons. Et effectivement, en rentrant, ils ont eu le temps de fumer leurs cigarettes, comme dans d'autres tôles que vous avez pu visiter. Voilà. C'est une petite histoire parce que celle-là au moins je la comprends. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions. Ok, bah voilà, c'est parti. Je sais pas si. Moi, je vais essayer de parler sur le micro du coup. C'est juste une critique en fait sur l'organisation de cette table ronde. Je trouve ça, je trouve ça un peu dommage d'avoir une ancienne détenue et de la laisser parler à la toute fin et peu de temps en fait. Parce qu'elle a non, mais on a le temps, vas-y, c'est bon, on a le temps. On va pas prendre du temps pour dire qu'on n'a pas le temps. Je trouve ça juste dommage que vous ayez parlé en dernier, moins de temps que les autres, alors que vous avez une connaissance brute et réelle en fait de la France. Alors on s'est retrouvés toutes les quatre en fait pour en parler et ça a été décidé toutes les quatre. Après, j'ai pas envie de parler au nom de Christine. Voilà, donc je parle pas. Quoi ? Non. Donc du coup voilà. Voilà. Après, on entend et effectivement, c'est important effectivement que la personne concernée parle. Donc. Moi j'ai une question aussi parce que vous avez été la seule à parler des femmes trans en détention et moi je suis intervenue en quartier trans pour faire un atelier BD et on a pu remarquer qu'il y avait beaucoup d'isolement en effet et comme vous en avez parlé je me demandais si vous aviez réussi quand même vous à avoir des contacts et si vous avez connu des personnes trans soit pendant la prison soit après et si c'est quelque chose, si vous en avez parlé parce que vous avez eu une expérience avec ces personnes-là ou vous avez eu des témoignages de ces personnes-là. Alors je parle plutôt à madame. Voilà, mais je peux vous demander aussi, à vous aussi, vous êtes intervenu aussi en détention et dans la détection aussi. Comme j'ai dit, les femmes trans donc, qui sont nées garçons sont enfermées dans les quartiers d'hommes, donc je les ai pas croisées en prison. Par contre, en prison, j'ai vu des nanas qui n'étaient pas sous hormones, qui étaient clairement masculines, qui aimaient être habillées en garçon, avoir des activités sportives qui ont de la niaque, qui aimaient avoir les cheveux courts, qui étaient parfois en couple avec des filles beaucoup plus féminines, mais c'était pas du trans, quoi. Voilà. Et après. Oui, je vis dehors et bon, c'est sûr qu'il n'y a pas 50 trans dans mon village, mais je sais que ça existe, quoi. Alors, d'un point de vue de l'enquête, à ce jour, en tout cas là où, bien sûr, on n'a pas rencontré, puisque justement, elles sont dans les quartiers hommes. Donc, je ne peux pas vous répondre pour l'instant à cette question-là, mais c'est effectivement une question, en tout cas, à prendre en compte. Et je sais qu'aujourd'hui, là par exemple, il y a toute une discussion avec d'autres chercheurs sur monter une enquête spécifique sur transsexualité et conditions carcérales. Donc je sais que c'est une question qui, en tout cas, qui préoccupe un certain nombre de chercheurs aujourd'hui. Moi j'ai une question un peu sur... j'ai l'impression, dans la tôle où j'interviens, il y a un quartier homme et un quartier femme. Sur la question des ateliers mixtes, j'ai l'impression que c'est beaucoup les surveillants qui... ça les saoule, quoi. C'est compliqué, machin. Et est-ce que vous avez un peu des échos de ces... je sais pas, ces conflits internes entre... pardon, vous voyez. À quel niveau ça bloque et tout ça, et un peu les surveillants, si vous avez parlé de surveillance, ce qu'ils en disent, voilà. Et deuxième question sur les activités en mixité, un peu, je sais pas, ça a déjà été un peu évoqué, mais des rapports entre les détenus hommes et les détenus femmes. Moi j'ai eu des échos de trucs de sport où du coup, quand il y avait des matchs de badminton ou de quoi entre des gars et des filles,
les mecs ils se laissent super mal à l'aise enfin surtout quand ils parlaient en fait. Et voilà. Alors après tout le monde va pouvoir. Alors du côté, pour répondre aux deux questions, la première sur les surveillantes, qu'est-ce qu'elles disent, etc. Alors pour l'instant, en tout cas dans les entretiens, elles ont moins évoqué la question des activités mixtes pour les détenus que sur leur propre représentation en tant que surveillante de travailler dans une prison de femmes ou quartier femmes ou avec des collègues hommes dans les quartiers hommes. Bien souvent, en tout cas celles qu'on a eues en entretien pour l'instant, c'est elles qui ont fait le choix d'aller dans un CDF, alors tout en ayant une représentation misogyne, parce qu'il y a quand même une misogynie qui circule et qui est vraiment partagée dans l'idée, les femmes de toute façon, elles sont, comment elles sont déjà maintenant, elles racontent des histoires, les femmes instrumentalisent, les femmes, ceci, cela. Donc les femmes ne sont pas franches, les hommes, bon, ça peut se taper dessus, mais au moins c'est clair, voilà. Donc il y a tout ce discours-là intériorisé, pour autant, du côté des surveillantes, travailler dans un CDF, c'est moins dur pour elles parce qu'elles ont la sensation de ne pas se confronter à un rapport de force permanent. En tout cas, c'est pas le même, il n'est pas de même nature que dans une prison d'hommes. Avec les collègues, pareil, dans l'idée que leur fonction est plus facile avec d'autres femmes, malgré toute la misogynie intériorisée, dans l'idée de dire que dans les quartiers femmes, avec leurs collègues hommes, elles sont moins valorisées dans leurs tâches, et avec une hiérarchisation des tâches qui semble s'affaiblir dans les quartiers femmes entre femmes. Donc, et dans des rapports aussi de violence qui sembleraient moins forts, en tout cas physiques, pour elles. Après, sur les activités mixtes, la question c'était qu'en disent les femmes, c'est ça? Non, je ne sais plus. Non, juste, je ne sais pas un peu les rapports de genre entre détenus, entre les gars et les filles. Alors, on a, par exemple, ce que vous venez de décrire, on l'a vu lors d'un concert dans le gymnase, exactement la même situation. Alors, il y a des jeux, en fait. Évidemment, enfin, en plus on réprime, plus il y a une nécessité quand même de jouer sur les règles. Donc, mais vraiment la même scène avec le concert, la tranchée. Alors, il fallait surtout pas que les détenus UES se regardent. Il y avait tout un jeu du regard. Donc à la fin, ça a été le désordre total parce qu'au moment des applaudissements, ça s'est un peu relâché. Donc les surveillants ne savaient plus où se mettre. Enfin bon, voilà, le même type de scène. Après, oui, il y a toute une mise en scène, effectivement. C'est un défilé de mode quand il y a une activité mixte tout d'un coup. Alors pas dans le travail, mais dans les activités, pas tant sportives que culturelles, les histoires de concerts. Il y a tout un jeu de mise en scène de soi qui paraît assez logique aussi. Après, telles qu'elles en parlent, je veux dire, c'est pas non plus les femmes quand elles en discutent. Oui, elles ont. D'ailleurs, toutes n'ont pas envie de mixité. Hein, mais pour celles qui en ont envie, c'est pas non plus un enjeu lié à la sexualité ou un enjeu de séduction énorme. C'est à un moment donné se retrouver dans un espace d'échange un peu différent, parce qu'il y a aussi, pour les femmes détenues, pour certaines d'entre elles, aussi une intériorisation. Les femmes, elles sont pas socialisées à vivre dans la non-mixité, d'ailleurs. Donc être en prison, c'est aussi apprendre à vivre dans une socialisation de genre monosexué qui leur est étrangère. Donc l'enjeu de la mixité, c'est retrouver au fond une hétérosexualisation des rapports sociaux auxquels elles sont plus habituées avant l'incarcération. Moi, je veux juste dire deux petits trucs. Bon, pour les formations mixtes ou les choses mixtes qu'on a pu voir, il semble que ça dépend toujours celle qu'on a vue, de la volonté du formateur ou de l'animateur de conserver et de se battre pour garder un cadre mixte. Et que la mixité, c'est quelque chose qui est toujours à défendre, comme le droit à l'avortement, et c'est quelque chose qui peut être retiré comme une nouvelle peine, une nouvelle sanction. C'est un outil. Voilà, qui est utilisé. C'est pour ça qu'au départ, on a insisté sur l'idée de c'est contextuel. Un coup, ça marche, un coup, ça marche pas. On ne sait jamais. C'est lié aussi à
Ça dépend de l'arbitraire de l'administration. On peut le retirer en permanence. Et l'autre chose, c'est, il me semble que ce qui est difficile, qui est lié un peu autour, et pas directement cette question-là, mais qui a sans doute à voir, il faut y réfléchir, c'est l'occasion, on s'en profite, c'est que, en fait, comme l'a dit Natacha, les rapports entre les détenues femmes sont souvent très difficiles, tendus, conflictuels et violents. Sur différents plans, pour différentes raisons qu'on ne comprend pas vraiment. Il y en a plein, il y en a sans arrêt. Une des choses qu'on a réussi à percevoir, quand même, c'est une autre manière de dire la même chose. C'est une des raisons pour lesquelles il est difficile de faire du commun entre elles, d'être solidaires. C'est qu'il y a une utilisation permanente ou possible, pas permanente, mais de tel délit, c'est vraiment horrible. Et moi, je suis une femme morale et j'ai pas fait ça. Et ça, c'est vraiment horrible. Donc, il y a une espèce de différenciation, hiérarchisation permanente sur le délit des autres, dans lequel on ne s'inclut pas soi-même. Et donc, ça fait une multiplicité de divisions et de lignes de fracture. Et c'est très difficile de faire du commun. Et c'est la question qu'on se pose pour penser la réunion de restitution qu'on aura en février auprès des détenus. On va rendre compte de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, dans l'idée qu'il faut quand même choisir ou partir d'angle de l'enquête, enfin de ce qu'on a recueilli des premières hypothèses, qui permettent de faire le commun. Et ça reprend un peu la question que j'essaie de soulever à la fin, de comment on se positionne quand on fait un truc pareil avec des gens sur lesquels ça a un impact. On ne va pas balancer d'abord des choses privées qu'on a apprises sur les unes et les autres, ça y en est pas question évidemment, mais on n'est pas obligé non plus de restituer une analyse sur les différentes lignes de division et de fracture. On peut commencer par présenter les résultats de notre investigation en un sens qui montre ce qui les met dans la même galère, quoi, ce qui fait leur commun. Voilà. Je revenais sur ce que tu disais tout à l'heure. Oui, la pénitentiaire, clairement, ça les emmerde, la mixité, parce que ça fait des mouvements en plus. Alors que pourquoi la formation, les cours théoriques de boulangerie, ils sont non mixtes? Tout simplement parce qu'il y a des salles de classe dans chaque quartier, alors qu'il n'y a qu'un seul fournil, dont le cours collectif, le cours pratique doit être collectif. Voilà, la pénitentiaire, moins ils font de mouvements, mieux ils se portent. Moins ils font de mélange, mieux ils se portent. Moins ils créent de ce que tu appelles du commun, mieux ils se portent. Donc, ils accepteraient à défaut la mixité, mais la coéducation, sûrement pas. Le fait de créer ensemble quelque chose, hommes-femmes, créer ensemble quelque chose entre jeunes et vieilles, entre ziganes et paysans, entre basques et franchouillards, entre gamins de cité et gens de la ville, ça ne les intéresse pas, la pénitentiaire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est isoler le plus possible. Donc la coéducation homme-femme, ça ne les intéresse pas non plus. Et une des phrases très courantes qu'on entend de la part des matons ou des matonnes, hein, sur ça, je vais pas m'amuser à sexifier ce genre-là. Des porteurs d'uniformes, c'est tous les mêmes. C'est mêlez-vous de vos affaires. Et justement, la coéducation, ou à défaut la mixité, c'est ne pas se mêler de ses affaires, c'est de se mêler du collectif. Entre nous, t'as été interne? Est-ce que tu as été interne? Le micro. Pardon. En fait, la tôle, c'est
Il faut total démystifier, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est des gens qui sont enfermés ensemble alors qu'ils ne le demandaient pas spécialement. En gros, c'est l'internat, quoi. Donc, bon, on se fait plus chier en tôle, quand même, parce qu'au moins à l'internat, il y a des cours. Mais voilà, on se regroupe en cours de promenade, bah forcément parce qu'on parle la même langue, ou parce qu'on a des gamins du même âge, ou parce qu'on aime la même musique. En CD, on est seul en cellule, mais il y a des ailes et on se regroupe pour jouer au Scrabble ou pour jouer au Uno, selon si on sait lire ou pas là. C'est que des groupements affinitaires. Et puis, oui, il y a des engueulades. Ben, voilà. Après, il y a des engueulades à cause du trafic de shit. Parce que tu avais dit que tu m'en passais, et tu as eu parloir, et pourquoi tu m'en as pas ramené, et tu avais dit que tu me passais une paire de baskets super classe en échange, et tu me l'as toujours pas passé, machin, et je vais aller te la prendre en cellule, et on va se cogner dessus. Mais bon, on se cogne assez peu dessus, en vrai. Il y a vraiment pas beaucoup de bagarres, en vrai. Vraiment pas. Enfin, des grosses bagarres, des bagarres où on a affûté une fourchette, j'en ai jamais vu en 4 ans, quoi. Bon, après, ouais, il y a un peu de fritage, quoi. Normal, quoi. Comme dans la cour du collège. Hein. Faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'on est enfermé qu'on est toutes super solidaires contre l'État répressif. Non, ça serait trop beau. Je réponds. D'accord. Non, vas-y, tu peux répondre. Bon, je peux répondre. Donc, nous sommes dans une prison Sarkozy moderne. Donc, il y a des douches. C'est des longues peines. Donc, les douches sont en cellule. Les tampons, machin truc, c'est cantinage. Et le problème, c'est celui de la taxe incroyablement élevée que le privé va prendre. Donc une détenue qui tient les comptes pour tout le monde disait ils doivent prendre 10%, en réalité ils prennent 40% de marge bénéficiaire. Ce qu'on a eu comme exemple d'inadéquation par rapport à ça, c'est avec il y a une naissance. Et donc le bébé est venu un peu vite au monde, il ne savait pas ce qu'il attendait. Donc il y avait les couches, il n'y avait pas les couches qu'il fallait. Et là, ça a été un peu long pour obtenir les couches ajustées à la taille du bébé. Ouais, il y a une vraie différence d'accès aux douches, non pas entre hommes et femmes, mais entre maisons d'arrêt un peu vieillottes et nouvelles tôles Bouygues, parce que même dans les nouvelles tôles Bouygues, maisons d'arrêt, il y a les douches en cellule. Mais ça, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un gros avantage, ça fait des mouvements en moins, les gens prennent les douches sans qu'ils aient la possibilité de se retrouver dans les couloirs, d'échanger du tabac, patin coffin. Il y a une représentation qui est commune à toute la société, que les femmes sont plus propres que les hommes. C'est intégré pour pas mal de filles. Donc voilà, on a souvent, quand il y a un quartier femme, une cantine spéciale femme, avec les tampons, les serviettes, et des shampoings un petit peu machin, du mascara, hein, une marque de mascara, du déodorant spécial femme, voilà. Bon, c'est une petite cantine, mais elle existe parce que spécifiquement, on doit être plus propre que les hommes. Et après, si on a envie de maquillage spécifique ou de produits spécifiques, du vernis à ongles, du machin, des shampoings spéciaux, il faut le faire en cantine extérieure. Pour les indigentes, celles qui n'ont pas d'argent ou moins de 50 € par mois, donc il y a la télé gratuite et il y a la trousse mensuelle gratuite. Dans la trousse mensuelle, il y a 3 rouleaux de PQ, que tu sois homme ou femme. Et quand tu es une brosse à dents, un dentifrice, une brosse à cheveux, un bloc de savon
et des serviettes, vraiment celles qu'utilisaient mes grands... Enfin, je suis née en 70, quand ma mère m'a expliqué comment on mettait les serviettes, c'est les mêmes. Bien épaisses, bien grosses, pas dans des sachets individuels. Mais voilà, on a le paquet mensuel si on est indigente, et si on n'est pas indigente, on peut se cantiner des tampons. Les Mooncoop, ils sont en train d'y venir doucement dans certaines infirmeries, parce qu'il y a certaines infirmières qui ont fait des temps d'information sur voilà, la contraception, la sexualité. Il y a eu quelques essais dans quelques prisons, et du coup, ils avaient des Mooncoop à disposition à l'infirmerie. Et alors là, c'est pour les quartiers hommes. Il y a des accès faciles aux préservatifs à l'intérieur à l'infirmerie. Mais préservatifs féminins, ça, ils ne connaissent pas. C'est la première qui parle le plus fort. Entre détenues ou entre elles? Ah, pardon. Non, mais je ne suis pas la seule à pouvoir intervenir. L'homosexualité masculine est très mal vue à l'intérieur d'une cour de promenade. Si tu es un PD, c'est que tu es un PD, quoi. Tu vois rien, tu es une tapette. Voilà, tu peux te faire violer aussi, parce que ça te fera les pieds. Non, c'est pas confortable. J'ai eu quelques amis homos qui ont fait de la prison, ils ont évité plein de sujets. Ils étaient célibataires et basta, quoi. Voilà, c'est difficile à revendiquer. L'homosexualité féminine, toujours dans cette même idée que ça ne risque pas de nous faire des petits, est beaucoup plus acceptée. Notamment depuis le mariage pour tous, et puis que sur France 3, à 8h30, il y a des couples qui s'embrassent. C'est beaucoup plus accepté, l'homosexualité féminine. Oui, il n'y a pas de problème si des filles se tiennent par la main en promenade. Bon, il y en a quelques-unes qui font la gueule, mais ça leur passera. De toute façon, elles n'auront pas le choix. Elles continueront à le voir. Il y a quelques histoires de relations qui se sont créées entre détenues et surveillantes, qui ont débouché sur des démissions de surveillantes et des transferts de détenus. Mais il y a des histoires, enfin il y en a une au moins à laquelle je pense, qu'elle continue à avoir son amie au parloir. Mais elle est plus matone. Ça va être compliqué, hein, s'il faut les faire démissionner comme ça. Il faudra trouver une autre solution, quand même. Ils ont du mal à les recruter, alors. Alors, je serais un peu plus mesurée sur le rapport au lesbianisme dans les... en tout cas, toujours à partir de l'enquête où je suis, où on est avec Patricia, il y a quand même... ça reste quand même un tabou, la question de la sexualité entre femmes. En tout cas, dans les récits, pour certaines d'entre elles, l'insulte Gwyn réapparaît, c'est-à-dire ce qui hiérarchise les relations entre les détenus. Il y a ce que tu as dit tout à l'heure sur la question de la nature des délits, mais il y a aussi les supposés privilèges accordés. Par exemple, là, il y a un couple de filles qui est arrivé, qui a eu la seule cellule où il y avait 2 lits, donc une doublette, donc il y en a une qui a dû partir de cette cellule, bref, enfin, donc tout ça évidemment a créé une situation difficile, et l'interpellation, ce sont des sales Gwyn, c'est des Gwyn, ça je l'entends dans les récits quand même. La jalousie, en fait. Mais ça reste une formule... Elles peuvent vivre en couple et pas nous. Oui, mais... Je suis pas homo, j'ai pas ma copine ici. Oui, mais même pour celles qui ne sont pas dans une cellule à 2, il y a quand même ce stigmate de la Gwyn, voire sale Gwyn, qui quand même persiste dans certains récits. Voilà. Et avec là aussi des formulations de récits autour de la sexualité, avec des sexualités qui se... Alors, par contre, pour certaines femmes qu'on a rencontrées, où la sexualité entre femmes s'est découverte en prison, où il y a un rapport au corps qui s'est découvert aussi différemment de l'expérience hétérosexuelle passée,
c'est pas pour ça qu'elles vont se définir comme lesbiennes, mais que du coup, ça a ouvert la possibilité de l'élargissement des plaisirs. J'ai eu l'occasion, il y a 10 jours, à l'ouverture des journées prison, de faire un débat avec une fille qui s'appelle Audrey Chenu, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a écrit le bouquin qui s'appelle Fight Girl. Et elle m'a assez sciée dans la mesure où elle a dit « Mais en fait, pour moi, la prison, c'était la découverte de la non-mixité et je me suis éclatée. Enfin, j'étais libérée du pouvoir des mecs et on était rien qu'entre filles, entre promenades et on blaguait et on chantait et machin. » C'est son analyse, mais en même temps, voilà. Là, elle existe. Alors, je ne vois pas pourquoi elle m'a étonnée. Mais ça, c'est vrai, hein, ce récit, on l'a eu notamment, je pense à une, mais parce que je l'ai en tête là, mais qui a subi de longues années de violence conjugale et qui, pour elle, le moment de la prison, enfin de l'incarcération, est un moment où elle a pu se réapproprier elle-même en tant que sujet, où elle a pu avoir enfin voilà, vraiment se réapproprier tant corporellement que subjectivement, ou d'autres qui racontent comment elles étaient dépossédées elles-mêmes entre la vie domestique, la vie conjugale et la vie en tant que mère, et que être en prison, c'est un moment où enfin elles se retrouvent et elles apprennent à savoir qui elles sont. Donc on a aussi ce type de récit, tout à fait. Je voulais vous demander, à l'aune de votre travail, comment vous interrogez précisément l'incarcération des hommes. J'ai vécu 12 ans en détention, j'ai fait mes études de sociaux, et tout ce que vous me dites à propos des femmes, je le ressens aussi au niveau des hommes. Les hommes aussi sont les premières victimes de l'image de la masculinité en détention, par exemple. Quand bien même, ça ne veut pas dire que pour autant, ils vont aller vers des pratiques homosexuelles. Encore que l'établissement où je suis, moi, à Caen, est un établissement qui contient à la fois beaucoup d'homosexuels et d'étrangers aussi, avec qui j'ai pu travailler plusieurs années. Et donc, est-ce que vous interrogez dans votre travail aussi le rapport des hommes à leur masculinité, finalement, en contrepoids du travail de genre que vous faites vis-à-vis des femmes? Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, travailler dans cette complémentarité? D'abord, je ne sais pas si c'est si complémentaire, et je ne pense pas qu'il existe une masculinité, mais des régimes de masculinité au pluriel, et qui ne sont pas forcément liés à la question de la catégorisation de sexe. En gros, homme, ça ne veut pas dire masculinité, femme, ça ne veut pas dire féminité, pour traduire ça de manière un peu rapide. Donc nous, on a fait le choix de faire une enquête ethnographique, donc précise, longue, sur un seul lieu. Donc, et sur une seule population, les femmes. Après ça, il existe des tas d'enquêtes aujourd'hui sur les trajectoires d'hommes. Donc on pourra, enfin même c'est pas on pourra, on lit ce qui évidemment s'est fait sur les hommes et on peut comparer les trajectoires sans avoir la nécessité d'aller sur le terrain directement. Je voulais plutôt dire comment ces femmes parlent des hommes et finalement comment les hommes parlent des femmes en détention. Il n'y a pas un travail à faire pour mettre en perspective. Alors, comment les hommes en parlent, enfin, peut-être Patrice a dit quelque chose, mais enfin, moi, je n'en sais pas non plus, puisque de fait, on ne rencontre pas les hommes directement. On peut les rencontrer dans les moments mixtes, mais pas... après, comment les femmes en parlent des hommes, c'est varié, selon, là aussi, les histoires conjugales précédentes. Ce qui est sûr, c'est que si on pense que la prison est un lieu subversif des rapports sociaux de sexe ou des relations de genre... Alors là, l'hypothèse tombe tout de suite. Il y a un désenchantement de la subversion. C'est-à-dire que pour beaucoup de femmes que l'on rencontre, elles ont une vision très normative de ce qui est attendu d'être un homme, une femme, des formes de relationnalité. Voilà, elles sont pas, il n'y a pas une transgression, une subversion des manières de penser les questions des rapports de genre. Voilà, c'est ça. Après, elles décrivent des histoires de violence si elles ont eu lieu. Mais pour autant, elles ne défendent pas voilà, elle ne défend pas les régimes de genre. En gros, à part, tout à l'heure vous parliez des Basques, mais effectivement, à part les détenus politiques, on va les appeler politiques, même si sur le plan juridictionnel ça ne s'appelle pas politique, mais les plus politiques qui articulent la lutte politique à la lutte féministe, où là on a un autre rapport à ces questions-là, la plupart d'entre elles sont assez dans des discours très normatifs. Ce
cliché comme quoi la femme souffrirait beaucoup plus de la séparation de sa famille, des enfants. Donc du coup par rapport à ça j'ai deux questions. Déjà, est-ce que ce cliché il est aussi très fort en prison et deuxième question, est-ce que d'une manière plus large, comment est-ce qu'on peut continuer les liens familiaux quand on est en prison? Donc là, c'est en allant en quelque sorte dans le sens de ce cliché, mais que ce soit pour les hommes ou pour les femmes aussi. Ouais. Tu complètes la question? Oui, c'est ce que pour répondre un peu, en fait, parce que je sais qu'il y a très peu du coup d'établissements pour femmes, vous l'avez dit, et moi j'ai entendu qu'ils étaient extrêmement mal répartis sur le territoire, que notamment il y en avait beaucoup plus dans la partie nord, et que de toute façon il y en a, comme il y en avait très peu, je crois, une soixantaine, où il y avait des départements pour des prisons pour hommes dans lesquelles il y avait un département pour femmes. Du coup, les femmes, cet éloignement était physique d'abord, vu que juste elles sont placées aux quatre coins de la France, vu que même s'il y a une prison plein d'elles, elles sont souvent complètes et beaucoup trop grandes. Et ensuite, la deuxième dimension, c'est aussi pour moi la vision de la femme criminelle, qui du coup, où elles sont beaucoup plus souvent quittées par leur conjoint que les hommes le sont par les femmes. Et voilà, c'est aussi ce que vous avez dit. Oui, pour les liens familiaux, oui, c'est ce qui nous avait... cette difficulté liée à l'éloignement géographique, oui. Deuxièmement, que c'est très important et l'absence ou la difficulté à les maintenir est vécue comme très éprouvante, parce que, enfin c'est ce qui nous a semblé pouvoir comprendre, une partie des femmes qu'on voit se raccrochent beaucoup pour se reconstituer, voilà, enfin, au moins vis-à-vis de nous, un statut ou une identité positive à leur statut de mère. Et donc, c'est très, très mis en avant. C'est très difficile. Mais l'autre chose que je voulais dire, oui, c'est ça. Ce qui nous a frappé tout au début de l'enquête, c'est de comprendre à quel point elle pouvait, celle qui se retrouvait là depuis, qui est restée pour assez longtemps, se retrouver extrêmement, extrêmement, extrêmement isolée socialement. Et que du coup, la perspective de la sortie, elle en devenait effrayante, puisqu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus de lien. Et donc, c'est un peu flippant, quoi. Oui, et puis, alors après, vous disiez, mais elles n'ont plus de contact avec leur conjoint. Dans le cas des homicides à l'intérieur de violences conjugales, en général, il est mort. Donc, effectivement, il y a... Voilà. Mais après, il y a trois autres possibilités. Ce que l'on constate, c'est que... Alors, il y a tout un système de rencontres par petites annonces. Alors, bien sûr, pas par Internet, mais Le Chasseur français est une excellente revue de rencontres matrimoniales et qui, pour certaines, permet de retrouver un compagnon pendant l'incarcération. Donc ça permet aussi dans un premier temps d'avoir des liens et puis après ça peut se transformer. Donc on a par exemple 2 récits de femmes qui se sont mariées en détention par le biais des rencontres sur Le Chasseur français. Il y a aussi celles qui disent qu'elles ne veulent pas maintenir les liens avec enfin non, c'est pas qu'elles ne veulent pas maintenir les liens, c'est qu'elles ne veulent pas que les enfants viennent en prison les voir, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement dépréciatif pour elles d'une figure de la mauvaise mère ou d'une figure féminine qui n'est pas valorisable, et donc effectivement les liens se distancient parce que s'il n'y a pas de visite, hein, alors il y a, là où on est, il y a le relais parents-enfants aussi qui assure la médiation avec les visites. Et après, pour un nombre parti d'entre elles, effectivement, elles se retrouvent détachées parce qu'elles sont aussi... sur une longue peine, il faut tenir la durée. Et elles sont quand même mises en isolement, mises en isolement, mais isolées par rapport aux liens familiaux qui sont soit géographiquement éloignés, mais aussi des liens familiaux qui n'existent plus.
Bah non, moi je voulais juste dire qu'il était 5 heures. Mais... Il est 5 heures. Paris s'éveille. Après, comme on a commencé 10 minutes en retard, voilà. Donc si vous avez encore une question ou deux. En gros, la manière dont la question du genre et en général de la sexualité est traitée dans le champ académique, quand elle s'intéresse au milieu carcéral, en fait, pas que dans le champ académique, j'ai l'impression que cette question-là, quand elle est adressée, souvent on va avoir beaucoup de capacités en tant qu'individus qui n'ont jamais été incarcérés, qui n'ont jamais vécu en prison, à peut-être avoir beaucoup plus de capacité à identifier la misogynie et en parler et à dire, voilà, par exemple, il y a une misère sexuelle en prison et vous en parlez au début, ce stéréotype de, par exemple, des hommes qui peuvent pas se retenir, enfin voilà. Donc, j'ai l'impression qu'on a, des fois, une sorte de discernement très biaisé sur la question du genre en détention qui cloisonne vachement le rapport qu'on a par rapport au milieu carcéral. Enfin, comme si les questions de misogynie, les questions de sexisme, les questions de différenciation de genre sont très amplifiées en milieu carcéral, alors que moi je pense que c'est là qu'intervient la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire que c'est intéressant d'étudier le genre dans le monde carcéral parce que ça se situe à l'intersectionnalité entre deux formes de domination, la domination par exemple patriarcale et la pression de l'enfermement ou la pression. Des fois, j'ai peur que, dans beaucoup de conversations, j'ai eu l'impression qu'on adressait certains thèmes, certaines questions, comme si c'était quelque chose qui était propre au milieu carcéral, sans se rappeler que c'est des choses qui existent à l'extérieur et que ça participe à ce cloisonnement, à cette différenciation très forte qui existe entre le monde carcéral et la société en général. Alors, pour ma part, après je te laisse. Mais pour ma part, non, je veux bien préciser, bien souvent d'ailleurs, que ce que l'on rencontre comme logique de discrimination effectivement existe aussi en dehors de la prison. Sauf que, par exemple, du fait de la construction architecturale, mettons, eh bien, le lieu de la prison va renforcer ou reproduire ou est à l'intérieur de ce système de genre. Donc c'est pour montrer comment... et puis moi je parlerai d'une autre dimension qui aussi détermine les relations sociales, c'est la classe sociale. C'est-à-dire que les positions sociales de départ, les capitaux culturels de départ vont aussi influencer l'expérience carcérale vécue et les ressources que les personnes peuvent mobiliser face, par exemple, à l'administration pénitentiaire. Donc on a ce croisement aussi classe sociale genre qui évidemment existe avant, mais qui va soit se renforcer, se durcir ou s'assouplir selon les modalités de relation. Oui, moi je pensais que plutôt, pour moi en tout cas, c'était une manière justement de ne pas séparer le monde, de faire entrer une perspective de genre qui la comprenne comme un principe d'organisation de l'univers carcéral, c'est de faire rentrer une perspective d'analyse qui est généralement appliquée ailleurs, là pour montrer que c'est dans la continuité, à part que les dispositifs, le contexte, tout ça est spécifique et que ça, du coup, ça donne autre chose là. Voilà, c'était ça l'idée. Pour l'intersectionnalité, oui. Et on n'a pas encore parlé de tout, parce que beaucoup des surveillantes sont des dom-toms. Il y a aussi ça, qui n'est pas rien. Dans les rapports entre les deux de racisme. On finit avec une dernière question. Parce qu'on sent que ça s'agite. Voilà, effectivement. Salvant, c'est une dernière question et moi, je voulais poser une question, mais seulement à Christine, parce que vous avez déjà exprimé sur le sujet. C'était, est-ce que vous pouviez qu'il y avait une catégorisation un peu, une catégorisation de ce que c'est une criminelle et que, à partir du moment où alors au sein de la prison, ou alors à l'extérieur, quand quelqu'un vous rencontrez dans une interaction sociale, sait que vous avez été jugé criminel par un tribunal
tribunal, ça change sa vision de vous et comment? Alors, moi, perso, je ne suis pas passée aux assises. J'ai eu le droit juste au correctionnel, donc je suis délinquante. C'est déjà pas mal pour être catégorisée, mais je ne suis pas criminelle. Il y a à l'intérieur des prisons, et on l'a dit, une quantité de procureurs en survêt, de procureurs de cursive assez impressionnante, qui sont capables de dire, elle, c'est une pédo, elle, c'est une tueuse d'enfants, elle... Bon. Et il y a des hiérarchies comme ça qui se font entre les détenus. C'est évident. Ce que ne font pas les Basques, par exemple. Et dans ce cas-là, elles énervent les gamines qui jouent à ça. Elles disent « Ouais, mais vous êtes des tueurs d'enfants, vous êtes des terroristes, c'est encore pire. » Voilà, même des gens que vous ne connaissez pas, vous les tuez. Voilà. Donc il y a ça existe à l'intérieur et ça existe à l'extérieur. Parce que, je vais le répéter, dedans, on n'est pas plus révolutionnaire, on n'est pas plus féministe, on n'est pas plus intelligent, on n'est pas plus violent, on est un petit peu plus toxico en moyenne, un petit peu plus atteint de fragilité psychologique en moyenne, un petit peu plus pauvre en moyenne, mais voilà, on vient de dehors, quoi, et on y retourne. Et sur la vision des femmes qui sont délinquantes ou criminelles, il y a beaucoup à dire, mais effectivement, la société, en majorité, considère que c'est une déviance de la part d'une femme. C'est normal de la part d'un mec d'être délinquant, parce qu'il a des roustons, il faut bien que ça sorte. Mais une femme, non, une femme, il faut que... si elle est violente, c'est qu'elle est barjot. Donc il y a beaucoup plus de femmes en hôpitaux psychiatriques, il y a plus de la moitié des gens internés qui sont des femmes, et il y a beaucoup moins que la moitié des gens qui sont en prison qui sont des femmes. Bon bah alors, avant que vous partiez, merci beaucoup pour votre intervention. Ouais, je crois. Il y avait courant d'air avec les portes.